Après ma vidéo sur les étapes de l'obtention d'un permis d'études, c'est-à-dire d'un visa étudiant, j'estime qu'il est temps, il est de bon ton d'ailleurs, de faire une sorte de mise à jour et des précisions sur les étapes pour avoir un permis de travail, qui reste un visa de résidence temporaire au même titre que le visa étudiant, mais qui est une procédure complètement différente et qui a des exigences complètement différentes, des réalités aussi complètement différentes. Donc reste jusqu'à la fin pour revisiter les étapes pour être sûr que tout se fait comme il faut. Alors bonjour, bienvenue sur Afrique Éducation. Je suis Valérie Jules Camdem, j'enseigne au Québec. Dans le cadre de cet espace Afrique Éducation, nous parlons d'immigration vers le Canada. Nous abordons les concepts d'éducation et d'intégration sociale de tous les Africains, de tous les ressortissants africains. Donc, si tu es nouveau sur l'espace, sois la bienvenue, abonne-toi, puis active la cloche de notification pour continuer à être au courant de nos prochaines parutions hebdomadaires. Alors, ici, pour te parler de comment avoir un permis de travail, je vais insister dans un premier temps, ce qui va faire l'essentiel de la vidéo, sur comment avoir un permis de travail fermé. Après, je vais te dire aussi comment avoir un permis de travail ouvert, mais ça va prendre moins de temps compte tenu du fait que l'un est parfois associé à l'autre. Commençons par le permis de travail fermé. Avant de dire les étapes, on va dire ce que c'est qu'un permis de travail fermé qui va nous aider direct à comprendre les étapes aussi en même temps. Le permis de travail est dit fermé parce que ça t'oblige à travailler pour un employeur bien précis, c'est-à-dire quelqu'un qui a avec toi établi un contrat de travail qui a été enregistré, un contrat de travail qui a été soumis, qui a été enregistré au niveau des instances gouvernementales, autant provinciales que fédérales. Donc, tu es obligé de travailler pour lui, d'où le mot permis de travail fermé. C'est un moyen pour le gouvernement, les garanties que le gouvernement donne à cet employeur, voilà, d'être sûr que tu vas travailler pour lui et rien que pour lui. Parce qu'il faut dire que une telle démarche vient avec beaucoup d'investissements financiers de l'employeur. L'employeur peut te payer le transport si ton emploi correspond à un salaire inférieur au salaire médian, c'est-à-dire moins de 25 $ en général. Ils peuvent même offrir les premiers mois de logement exceptionnellement, qui peuvent même trouver des logements où ils vont financer partiellement, en tout cas des commodités pour que son futur employé se sente bien et que son rendement soit au rendez-vous. Donc, il y a ces mesures, ça vient avec de l'argent. Il y a aussi de l'argent que l'employeur met à la disposition, par exemple, d'une agence de recrutement pour effectuer ce recrutement-là. Peuvent également se faire les services d'un facilitateur ou consultant en immigration qui va regarder tous les aspects de l'immigration, donc jusqu'à l'obtention du visa pour leur futur employé. Donc, tu vois que ça vient avec beaucoup de dépenses. Et ces dépenses sont évaluées jusqu'à 10 000 $ par certains employeurs, dans certains cas. En tout cas, la moyenne est au-delà de 5 000 $. Donc, pour toutes ces raisons et pour éviter une sorte d'instabilité, on t'oblige donc à travailler pour un employeur bien précis. Ceci étant, tu ne viens pas en esclavage. C'est un pays libre, c'est un pays sérieux. Ça fait que si d'aventure il est établi que tu subis des menaces, même d'ordre psychologique, de l'harcèlement psychologique, c'est-à-dire des menaces, aussi indirectes qu'ils soient, mais qu'on peut établir, ben ça va contre une plainte et des vérifications faites, ça va faire en sorte d'ouvrir ton permis et de faire que tu ne sois plus lié à cet employeur. Tu auras donc la possibilité d'aller ailleurs. Mais là, ça dépend vraiment du mauvais traitement de ton employeur. Mais sur toi, à ton niveau, ce qui dépend de toi, là, c'est vraiment de travailler juste pour lui, jusqu'à ce que le contrat arrive à son terme, arrive à échéance. Donc, comment ça se passe? Première chose, il faut que tu décroches ce contrat de travail. Quand tu décroches le contrat de travail, il y a la démarche qui va suivre. Il y a la démarche d'immigration, de demande de visa qui va suivre. Et avant donc de décrocher le contrat de travail, il y a de poser sa candidature.
Tu peux être recruté de plusieurs manières. Tu peux être recruté directement en ligne, comme dans la plupart des cas, mais tu peux aussi être recruté via des campagnes périodiques, des descentes périodiques dans des bassins géographiques, peut-être un bassin en Europe, un bassin en Afrique subsaharienne, un bassin en Asie, un bassin en Afrique du Nord, etc. Tu peux aussi être recruté comme ça. Tu peux être recruté à travers des plateformes, une fois encore en ligne, mais dans tous les cas, il faut que tu manifestes un intérêt à travers une candidature. Et qui dit manifester un intérêt à travers une candidature suppose en amont que tu as fait un document incontournable qu'on appelle CV. Un CV qui va ressortir tes compétences, pas un CV chronologique, mais un CV vraiment qui valorise essentiellement tes compétences, ce que tu sais faire, métier tel que tu le pratiques, peut-être en Afrique ou même en Europe, ne va pas être exactement comme ça que tu vas le pratiquer une fois rendu ici au Canada. Donc, il va falloir davantage ressortir ce dont le Canada a besoin à l'intérieur de la grande famille des compétences que tu as. Donc, il faut que ça se soit matché. Il faut que ça se soit mis ensemble. Et parfois, ça peut demander que tu te fasses accompagner. Et là aussi, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va t'aider à le faire. Donc, ça prend donc que tu apprêtes un document comme ça, un CV suivant tes compétences essentiellement, mais également des compétences ou un choix de métier qui correspond à la demande, qui est susceptible de te donner plus de chances de décrocher le contrat de travail, même si ça reste que le pourcentage est faible. Je suis toujours transparent. Il faut que tu saches la vérité. Il faut que tu saches dans quoi tu t'engages parce que vous êtes des milliers et des millions à postuler. Même si on clame qu'on veut 100 000 immigrants par année, ça reste que c'est des millions de candidats. Donc, il va toujours falloir trouver des moyens pour se distinguer à travers un CV qui parle directement pour toi, à travers une lettre de présentation qui donne un bref aperçu de qui tu es sans être trop exhaustif, mais en étant précis sur des éléments que ces employeurs-là recherchent très souvent. Et là-dessus, ce n'est pas un hasard. Il y a des choses précises que les employeurs veulent écouter, des choses qui ne laissent aucun employeur indifférent. Ou alors que si il te laisse ta candidature, c'est vraiment parce qu'il faut faire un choix à un moment donné. Mais que tu te donnes les moyens d'être dans des shortlists avant que, voilà, afin que finalement tu puisses attraper le fameux contrat de travail. Donc, en amont, qui dit CV donc dit étude de tes chances d'immigration, étude de ton profil, ressortir les éléments valorisants de ton profil versus les éléments recherchés au Canada, établir le CV, faire justement des demandes de manière stratégique. Je ne vais pas refaire ça dans cette vidéo, mais ça va demander que tu postules de manière multiforme en regardant en activant tous les leviers possibles, y compris des leviers de demande spontanée, des leviers de demande sur Internet, du bouche à oreille, etc. Il va falloir faire tout ça. Mais c'est seulement après ça que, une fois le contrat décroché, ben, tu vas pouvoir passer donc à l'étape de la demande de visa. Heureusement, de plus en plus, la demande de visa pour le travailleur met moins de temps, c'est priorisé, c'est fait exprès, c'est fait de manière à ce que très vite tu puisses regagner le sol canadien et que tu commences à travailler. Donc, c'est à ce moment que si tu as le statut de marié ou de conjoint, c'est à ce moment que le permis de travail ouvert peut entrer en compte comme je t'ai promis. Alors, comment ça entre en compte le permis de travail ouvert? Eh bien, si l'emploi pour lequel tu as été recruté est un emploi dit qualifié, d'office, ton conjoint ou ta conjointe va bénéficier d'un permis de travail ouvert. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, si ce n'est pas un emploi qualifié, ça, ce n'est pas possible. En tout cas, à 95%, ce n'est pas possible. Je ne vais pas m'attarder sur le 5% dont je t'ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo qui concernait le Nouveau-Brunswick, qui concernait le programme d'immigration vers le Canada Atlantique, parce que oui,
là-bas, c'est possible si tu es déjà dans le cadre de ce programme-là. Tu vas me demander, mais finalement, cette histoire de travail qualifié, ça veut dire quoi? On va faire simple. Pour savoir si ton travail ou ton métier est dit qualifié, pose-toi, première question, est-ce que pour faire mon métier, est-ce que j'ai eu besoin d'avoir le baccalauréat? Si la réponse est oui. Deuxième question, est-ce que la formation que j'ai eue après le baccalauréat a duré au moins 24 mois? Si la réponse est encore oui, dis-toi d'office que ton métier est dit qualifié. Mais dans les autres cas, les formations de moins que 24 mois après, là, tu n'es pas dans la catégorie de métier qualifié. Donc, dans ce cas précis, ton conjoint ne peut pas avoir un permis de travail ouvert. Donc, le permis de travail ouvert est associé soit au permis de travail fermé d'un candidat à un métier qualifié, soit alors, si ton conjoint a eu un permis d'études, ben là, il n'y a pas de problème. Le permis d'études va donner la possibilité et le droit à ton conjoint d'avoir un permis de travail ouvert. Maintenant que je t'ai donné les règles générales, pour ce qui est du coût, il n'y a pas grand-chose. Pour ce qui est des frais officiels, vraiment, c'est une procédure qui est beaucoup moins chère encore que la procédure des études. La procédure des études, avant même le paiement des frais de scolarité ou même la démonstration de preuves de fonds qui est particulièrement difficile, en règle générale, ici, les frais, en réalité, sont inférieurs à 500 $. Là, j'inclus carrément même les frais liés aux examens médicaux. Donc, c'est beaucoup moins que 500 $. C'est-à-dire, nous parlons là de moins de 250 000. Ça, c'est pour les frais officiels. Tous les autres frais qui sont autour, là, il y a pas rapport. Il y a l'essentiel des frais qui sont financés, qui est payé par ton employeur. Ça, c'est pour ce qui se passe dans les règles de l'art. Pour être complet, je ne te cache pas, et toi, tu dois d'ailleurs le savoir, qu'il y a de plus en plus de la corruption, il y a de plus en plus du monnayage, des intermédiaires que beaucoup d'employeurs véreux, malheureusement, utilisent pour prendre beaucoup d'argent et orienter ces emplois-là vers les plus offrants, laissant donc ceux qui parfois ont l'excellente qualité, qui ont l'excellent CV, qui ont l'excellent profil que tu peux être. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!